Nous sommes le dimanche 24 juillet de l'an 2018. Bonjour à tous, bienvenue sur l'invité. Ce dimanche, nous avons le plaisir de recevoir pour vous le très respecté Moukaram Badarou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien préfet des départements de l'Ouémé et du Plateau. Vous êtes le président du parti Conscience Citoyenne. Nous sommes très heureux de vous recevoir sur le plateau d'émission. Et pour conduire l'entretien avec moi, Carles Ketomé. Bonjour. Bonjour Nadège. Bonjour Monsieur Badarou Moukaram. Alors, nous allons rester toujours dans l'actualité pour parler de la Cour constitutionnelle. Vous le savez, depuis quelques semaines déjà, Joseph Diogbenou remplace Théodore Olo à la tête de cette haute juridiction. Qu'en pensez-vous? Oui, je me suis prononcé sur ce sujet. Et Joseph Diogbenou, maître Joseph Diogbenou, qui devient président de la Cour constitutionnelle, et lui et l'ensemble des nouveaux sages de la Cour constitutionnelle, qui tous remplissent les conditions qu'il faut. Et s'il faut parler précisément de celui qui préside les destinées de cette Cour, M. Joseph Diogbenou, qui est un agrégé des facultés de droit, ancien député à l'Assemblée nationale, ancien président de la commission des lois à l'Assemblée nationale, ancien ministre de la Justice et enseignant à l'université. Je pense qu'il remplit l'ensemble des conditions nécessaires qu'il faut pour assumer la fonction. Et mieux, c'est qu'il fut un acteur de la société civile et un acteur politique aussi. Et donc, pour mieux apprécier, parce que au niveau de la Cour constitutionnelle, c'est vrai, c'est le droit, mais aussi les mœurs, c'est aussi les réalités et sur le terrain, parce que quand on les appelle des sages, c'est la capacité de pouvoir apprécier des situations. Parce que vous savez, la loi, c'est des tests, mais aussi la loi, c'est tout un esprit. Et il faut disposer d'un background nécessaire pour pouvoir être en mesure de l'apprécier. Et donc, je pense que le président désormais, le président Joseph Diogbenou et l'ensemble des membres de la Cour qui sont des gens bien expérimentés, je pense qu'ils vont pouvoir dire le droit comme cela se doit. Je pense qu'ils vont pouvoir prendre des décisions idoines pour l'avancement de notre démocratie, l'avancement de notre pays. Pour ceux qui soupçonnent ou qui pensent que le ministre Diogbenou, aujourd'hui président de la Cour constitutionnelle, serait très proche du président Patrice Talon, parce que je voudrais bien toucher du doigt tout de suite ce qui crée la crainte et un certain nombre de nos concitoyens. Je pense qu'il peut bien s'apaiser de ce que dès qu'on rentre dans une fonction, on habite la fonction et on travaille en conséquence. Et ce n'est pas une première. Le président François Mitterrand avait nommé, fait envoyer au niveau du Conseil constitutionnel français, M. Roland Dumas, qui fut ministre des Affaires étrangères de François Mitterrand, qui était un ami personnel du président François Mitterrand. Mais n'empêche que Roland Dumas a fait son travail comme cela se devrait. Et donc, c'est pareil pour Laurent Fabius, qui était un ami de François Hollande, qui désormais président du Conseil constitutionnel français. Donc, la proximité entre les deux autorités ne doit pas créer assez de crainte, parce que chacun est responsable, chacun est dans son couloir, et les principes constitutionnels sont clairs en ce qui concerne la fonction du président de la République, en ce qui concerne la fonction du président de la Cour constitutionnelle. J'ajouterai aussi que le législateur, le constituant de notre pays a voulu un régime présidentiel fort, et un régime présidentiel qui permet à ce que le président de la République puisse avoir un certain nombre de leviers de pouvoir qui lui permet de mieux assumer la fonction, qui lui permet de faire avancer le pays. Et ceci en tenant compte du niveau de la mentalité de nos populations. Et je voudrais, ça fera le deuxième hommage que je rends ici ce matin, je voudrais rendre hommage à ceux qui ont rédigé la Constitution du 11 décembre 1990, parce que ce faisant, ils n'ont pas que tenu compte que du droit, mais ils ont tenu compte d'un certain nombre de réalités qui permet à ce que les leviers du pouvoir soient dans les mains du président de la République, qui est le chef du gouvernement, qui est le chef de l'État, et par conséquent, ne serait-ce qu'à partir du choix. Parce que seul le président de la République désigne, je ne parle pas du gouvernement, seul le président de la République désigne 3 membres de la Cour constitutionnelle. Et le bureau de l'Assemblée nationale désigne 4. Donc il suffit seulement que un des 4 du bureau de l'Assemblée nationale partise avec le pouvoir pour que tout de suite le président de la République ait la majorité au niveau de la Cour constitutionnelle. Mais ce faisant, une fois au niveau de la Cour constitutionnelle, ce n'est plus une question du président de la République, ce n'est plus une question de gouvernement, ce n'est plus une question d'amitié, ce n'est plus une question
politique, mais c'est une question de la République. Et je pense que le président Diogbenou et l'ensemble des autres membres de la Cour constitutionnelle pourront bien habiter la fonction et faire le job, comme moi je le dis depuis un moment. Oui, M. Badarou, on a remarqué qu'à peine installé, cette 6e mandature de la Cour constitutionnelle a démarré sur les chapeaux de roue. Les 7 sages se sont rassemblés en assemblée générale. Au cours de cette assemblée, ils ont quand même décidé d'opérer quelques réformes, notamment de modifier le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle. Et nous avons vu que les changements ont été mis en application juste quelques jours après. Et le 21 juin, nous avons assisté à la première audience publique à la Cour constitutionnelle. Comment appréciez-vous ces réformes, ces changements, et spécialement la décision d'opérer des séances publiques au niveau des audiences publiques au niveau de la Cour constitutionnelle? Vous savez, le monde avance, il faut avancer avec. Joseph Diogbenou, je crois, de tous les présidents de la Cour constitutionnelle que nous avons eu, je crois qu'il doit être le président de la Cour constitutionnelle le plus jeune. Et donc, il doit être celui qui est né après les indépendances aussi. Et je pense qu'il vient dans le fauteuil, il vient dans la fonction avec de la modernité, il vient dans la fonction avec un certain nombre de visions qui cadrent avec ce qu'est le monde au jour d'aujourd'hui, ce qu'est le Bénin au jour d'aujourd'hui. Et je pense que les différentes réformes engagées, s'il en était besoin pour ceux qui étaient soupçonneux, pour ceux qui avaient un certain nombre de craintes, je pense que si cela peut venir les apaiser, ce serait tant mieux. Et en ce qui concerne les audiences publiques, le contradictoire, qui permet à ce que, il faut avouer que la Cour constitutionnelle est restée jusque-là une institution fermée, une institution hermétiquement fermée, ce qui permet un certain nombre de commentaires qui ne sont pas toujours à l'actif de la Cour constitutionnelle. Mais c'est heureux que tous les membres de la Cour constitutionnelle, que ce soit de Mme Pognon, de Mme Concepcia, paix à son âme, de M. Robert Dossou, de Holo, ont assumé la fonction avec beaucoup de responsabilités. Mais ce faisant, je pense qu'il faut passer à autre chose, il faut avancer. Et donc cette décision est une bonne décision parce que ceux qui le veulent, celui qui introduit son recours pourrait bien être là, pourrait apporter quelques contradictions avant que les membres de l'institution ne délibèrent. Et cela vise la transparence. Et je pense que sortir la Cour constitutionnelle de son trou, sortir la Cour constitutionnelle de son couloir où elle est hermétiquement fermée, je crois que c'est une bonne chose parce que désormais, je crois qu'un certain nombre de compatriotes qui participeront à ces audiences pourraient bien être le relais de ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils ont entendu sur la prise de telle ou telle décision. Et ceci vise, je pense, que c'est l'objectif poursuivi par le président Diogbenou, la crédibilité de la Cour constitutionnelle, la crédibilité des décisions qui doivent être prises au niveau de cette institution. Une institution éminemment importante au niveau des institutions constitutionnelles, parce que c'est la Cour constitutionnelle qui régule la chose constitutionnelle dans le pays, qui régule la chose politique dans le pays. Alors, le COSLEPI doit rendre le tablier le 30 juillet 2018. Votre avis, c'est l'une des décisions issues de la première audience d'hier? Oui, je pense que, vous savez, quand vous êtes dans la fonction comme celle de président de la Cour constitutionnelle ou comme celle des membres de la Cour constitutionnelle, où vous devez lire le droit, ça dépend de par où vous prenez les choses. Je crois que le président Holo et son équipe avaient pris les choses à partir de la date de leur installation et estimant que ils avaient la mission, c'est pour 6 mois. Et donc le président Holo, l'équipe de Holo avait jugé utile de les envoyer jusqu'en novembre, leur donner 6 mois. Mais ça pose un problème parce que après eux, qu'est-ce qu'on fait? Puisque au niveau de la loi, c'est que chaque année, à partir de juillet, je pense qu'il faut installer un nouveau COSLEPI pour apprécier, pour évaluer, pour faire avancer les choses au niveau du fichier électoral. Et donc, la Cour du président Diogbenou et son équipe ont estimé rigoureusement qu'il faut s'enfermer dans le délai de la loi et donc la responsabilité de ce qu'on n'a pas installé à temps réel. Le COS de M. Yawedéou, si je puisse m'exprimer ainsi, incombe à l'Assemblée nationale et l'Assemblée nationale devrait en assumer l'entière responsabilité de ça parce que si le COSLEPI avait été installé dans le temps, c'est qu'en juillet, c'est qu'il devait rendre, en juin, il devait rendre le tablier pour l'installation du nouveau COSLEPI en juin. Et donc la Cour de Diogbenou a fait ce qu'on appelle
un revirement jurisprudentiel pour recadrer les choses en ce qui concerne le délai et pour éviter à ce que on ne tombe dans une perpétuelle violation du code électoral. Et donc je pense que c'est une bonne décision. C'est dommage pour les tout nouveaux membres qui ne feront que 2 mois. Et ils auront la possibilité de se faire élire ou de se faire nommer pour autre chose prochainement. De toute façon, ils sont tous députés à l'Assemblée nationale et ils ont la possibilité de revenir. Ils ont la possibilité de revenir, que ce soit à différents niveaux où ça a été désigné pour le nouveau COS l'EPI. C'est que s'ils le veulent, ils peuvent bien reconduire les mêmes personnalités. Ils peuvent réélire la même personnalité, je vais parler de l'honorable Janvier Yawedéou, mais tout au moins, c'est qu'entre-temps, on aurait corrigé quelque chose, à savoir installer à temps réel et être dans le délai tel que fixé par le code électoral. Monsieur Badarou, nous allons changer de registre, nous allons faire un tour dans la ville capitale, Porto-Novo, cette ville qui est la capitale du département dont vous avez eu la charge quand même pendant plusieurs mois dans ce pays. Et cette ville capitale, c'est une ville, la ville à 3 noms, qui a du mal à se développer malgré les fortes présences de personnes vraiment importantes, des personnes aisées dans ce pays, et malgré l'ambition qu'affichent les originaires de cette capitale. Qu'est-ce qui bloque le développement de la ville de Porto-Novo? Porto-Novo qui est votre ville, la ville qui vous a vu naître également. Bien sûr, j'en parle souvent avec beaucoup de saignée dans les veines, j'en parle souvent avec beaucoup de gravité, parce que non seulement c'est ma ville natale, mais c'est aussi et surtout parce que les hommes que nous passons. Mais c'est surtout parce que c'est la capitale de notre pays. C'est surtout parce que c'est la ville où le drapeau pour la première fois a été hissé là-bas. C'est surtout parce que le président Hubert Maga, dans son discours du 1er août 1960, où il invitait l'ensemble de notre peuple au travail pour la construction de notre pays. Et pouvoir avoir ce que devient ou ce qu'est devenu la ville de Porto-Novo, je pense que ça fait beaucoup mal. Qu'est-ce qui bloque? C'est une excellente question, c'est une pertinente question. Mais pour ne pas tourner autour du pot, je pense que ce qui bloque, ce n'est qu'autre chose que ses propres fils et filles. Les fils et filles de la ville de Porto-Novo qui doivent rigoureusement se mettre au travail pour construire leur ville. Et les élus de la ville de Porto-Novo qui doivent redoubler d'efforts, pour la construction de la ville capitale. L'État central qui doit apporter sa contribution, une contribution majeure, parce qu'il s'agit de la capitale du pays. En son temps, j'avais souhaité à ce qu'au niveau du gouvernement du président Patrice Talon, qu'une ligne budgétaire soit clairement définie pour aider à la construction de la ville de Porto-Novo. Laquelle ligne peut être suivie, le gouvernement mettra en place les dispositions qu'il voudra pour pouvoir suivre l'application rigoureuse de ce qu'ils veulent pour la ville de Porto-Novo. L'implication de la diaspora de Porto-Novo, j'ai l'habitude de dire qu'à l'extérieur, au niveau de notre diaspora, à près de 60-70%, c'est les enfants de la région Ouémé-Plateau, et en particulier de la ville de Porto-Novo, comme vous l'avez souligné. Il n'y a rien qui manque à la ville de Porto-Novo, en termes de background, en termes de moyens, en termes de réseau, en termes de canaux. Nous disposons de tout. La seule chose qui nous manque, c'est la meilleure coordination de toutes ces capacités, de toutes ces conditions réunies, et aussi la proximité avec le grand Nigeria. Il n'est pas normal que nous ayons comme une ville voisine, un pays voisin, le Nigeria, et que Porto-Novo soit dans cet état-là. Donc au total, je pense que ce qui bloque, c'est une conscience citoyenne des enfants de la ville de Porto-Novo. C'est une inconscience au niveau du sens de la responsabilité de ceux qui président aux destinées de la ville de Porto-Novo, qu'il faut vraiment rétablir afin que vraiment les choses bougent dans le sens de ce que nous voulons tous. Je pense, chaque citoyen béninois, où qu'il soit, sur le territoire national qu'à l'extérieur, où qu'il soit, doit pouvoir se sentir gêné de ce qu'est devenue la ville de Porto-Novo. Et chacun doit pouvoir alors en prendre conscience et travailler à ce que la ville retrouve ses lettres de noblesse. Je voudrais souhaiter vivement que le gouvernement du président Patrice Talon puisse regarder la ville de Porto-Novo avec un œil attentif, avec un œil de bâtisseur, je dirais,
pour pouvoir aider à la coordination de toutes les capacités dont je venais de faire état écho pour pouvoir aider la ville de Porto-Novo à se construire. Restons à Porto-Novo, la ville capitale. Alors, comment percevez-vous aujourd'hui les députés béninois? Vous le savez, on a l'impression quand même au Bénin que les titres d'honorable est de plus en plus banalisés. On a vu un tout petit peu le cas à Taorenoro, on a vu l'état du siège, de la construction du siège de l'Assemblée nationale. On a l'impression que finalement, les honorables sont, en bref, des honorables, on ne va pas oser le dire sur un plateau de télé. Bon, j'avoue que moi, j'aime dire les choses telles qu'elles sont. Je ne pense pas qu'il y a plusieurs Béninois qui soient contents de ce qu'est devenu l'Assemblée nationale du Bénin. Il suffit seulement de faire un tour à ce qu'était la première législature. Chacun en parle. Et si le pays a réussi à être là où il est aujourd'hui après la conférence nationale des forces vives de la nation, c'est surtout à cause de ceux dont on a eu la chance de faire élire comme député à l'Assemblée nationale en 1991, qui étaient des gens qui vraiment avaient sérieusement travaillé à la construction du pays. Mais au fur et à mesure, c'est-à-dire que de législature en législature, chacun convient de ce que la qualité baisse. Mais cela dit, c'est la faute aux députés. Je dirais non, c'est la faute aux électeurs. C'est les électeurs qui doivent prendre leurs responsabilités parce que moi, je peux être candidat, c'est à vous de m'élire ou pas. Et donc, chacun doit pouvoir se départir, moi, dans ce que j'appelle qu'il faut vaincre l'argent. Il faut vaincre l'argent pour être en mesure de choisir objectivement ses élus, pour choisir parmi la crème, pour choisir parmi au niveau de la qualité, parce que c'est d'autant plus dangereux parce qu'il s'agit de l'Assemblée nationale, parce qu'il s'agit des législateurs, parce qu'il s'agit de ceux qui votent les lois, et un pays est régi par les lois. Et donc, par conséquent, il faut que ceux qui devront avoir la responsabilité de faire ces lois-là, de voter ces lois-là, devaient avoir la plénitude, devaient avoir un certain nombre de capacités d'appréciation des choses, de sorte que les lois ne souffrent de rien. Mais cela dit, ce n'est pas tous les députés qui manquent de ce que je dis là. Donc, je souhaite vivement, à l'occasion des prochaines élections, que nos populations prennent leurs responsabilités et trient de manière sérieuse, de manière conséquente, avant de mettre le bulletin dans le. Mais si l'agent doit continuer par dicter sa loi, à savoir que c'est celui qui apporte un peu plus d'argent qu'on veut élire, et donc je pense que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Oui, mais les prochaines législatives, vous en avez parlé, c'est bientôt, dans quelques mois, nous serons en 2019, et c'est l'année des législatives. Et au niveau de votre parti, comment entrevoyez-vous cette échéance? Le Parti Conscience Citoyenne, dont j'ai la chance et le devoir de présider les destinées, nous travaillons sérieusement sur le sujet, nous sommes sur le terrain, et nous travaillons aussi dans le sens de... vous savez, il y a une charte de parti politique qui est en étude au niveau de l'Assemblée nationale et nous sommes de ceux qui pensent, parce que, comme je vous l'ai dit, nous les hommes, nous passons, comme le dit Sékou Touré, la vie des hommes varie de 0 à 100, la vie des peuples varie de 0 à l'infini. Et chaque fois que nous travaillons, nous devons travailler pour la postérité. Nous ne devons pas... Le moi, il faut le vaincre, je suis tenté de dire. Et par conséquent, nos propres intérêts doivent se reléguer tant soit peu. C'est pourquoi nous travaillons au regroupement des forces politiques. Nous travaillons à mettre fin à l'émiettement des partis politiques pour pouvoir avoir des partis politiques qui soient en mesure de mieux dire leurs mots, de mieux convaincre la population, de mieux se coller aux réalités, de mieux avoir une vision de développement de notre pays. Dans le Parti Conscience Citoyenne, nous sommes là très avancés avec un regroupement politique avec lequel nous entendons travailler. D'ici là, nous ferons connaître de manière plus officielle ce regroupement avec lequel nous entendons travailler. Et c'est avec ça que nous aborderons les élections prochaines et toutes les élections. Nous parlons à présent du code pénal avec l'interdiction de vente de l'essence frelatée. Une fois encore, les populations de Porto-Novo ne vont pas être très contentes parce qu'on sait un tout petit peu que l'activité est généralisée. Donc à Porto-Novo, comment vous avez perçu cette avancée par rapport au code pénal? Non, ça revient toujours à ce que je disais. Vous savez, les populations, celles qui sont là aujourd'hui, doivent pouvoir travailler pour faire en sorte que, puisque les populations se remplacent, hein, c'est comme l'eau de la mer, vous prenez une partie, une autre partie, ça se remplace en même temps, on ne s'en rend pas compte. C'est exactement la même chose pour les populations aussi. Nous passons
nous passons vraiment, et par conséquent, les décisions doivent être prises en toute connaissance de cause. Moi, j'ai eu la chance de connaître la vente de l'essence Quayo à ses débuts. Et personne n'osait mettre ça au bord de la rue de manière aussi gaillarde comme tel que ça se passe aujourd'hui. Pour retrouver l'essence frélatée à l'époque, il faut absolument aller dans des brousses, il faut aller vraiment dans des coins. Mais aujourd'hui, au vu au sud de tout le monde, sans compter le problème d'insécurité que cela pose, sans compter le problème de santé que cela pose au niveau du citoyen lui-même. Et par conséquent, je pense que c'est une excellente décision, que les décisions prises à ce niveau-là. Et maintenant, je voudrais rassurer les populations que le gouvernement travaillera à faire en sorte qu'il y ait une sorte de période transitoire qui permet à ce que chacun s'essaye à trouver d'autres activités à celles-là qui, contrairement à ce qu'elles pensent, parce que les populations pensent que non, puisque j'entends ici et là, nous sommes sur le terrain, qu'est-ce que nous allons faire, qu'est-ce que nous allons manger, ce n'est pas vrai. Et le tout ne suffit pas de manger qu'au lieu de vivre 70 ans, qu'on vit 40 ans et partir, c'est une perte pour la nation, c'est une perte pour la famille. Le tout ne suffit pas de manger aujourd'hui, de manger une semaine, de manger un an, mais pour trimballer après des maladies, beaucoup d'années durant, dont même les recettes de ce qu'on a eu ne peut pas permettre même de soigner. Et un gouvernement doit viser loin. Un gouvernement travaille pour l'avenir d'une nation. Un gouvernement travaille pour la santé de ses propres populations. Et donc je pense que c'est une décision, une bonne décision pour ces populations-là. C'est une décision pour le pays, une bonne décision pour le pays. Et je terminerai en disant que les populations peuvent se sentir rassurées de ce que les choses ne se passeront pas de manière brutale, mais qu'il y aura de périodes transitoires tant soit peu, des gymnastiques qui se feront pour aider au recasement de ces populations-là qui s'adonnent à ces activités. Cette activité-là. Oui, mais depuis l'avènement du président Patrice Talon, il est quand même resté fidèle à une de ses promesses électorales, celle d'opérer des réformes dans le pays. Et les réformes, nous en avons accueilli dans le pays. Et il y a eu plusieurs réformes, surtout sur le plan de la sécurité et sur le plan politique. Et comment recevez-vous ces réformes? Je suis tenté de dire que les plus heureux, c'est nous, au Parti Conscience Citoyenne, parce qu'il suffit de prendre le nom de notre formation politique pour comprendre que nous sommes là en plein dans ce qui concerne la conscience citoyenne, de ce qui concerne des valeurs de la République, de ce qui concerne les valeurs morales, les valeurs sociales. Et vu ce qu'est devenu notre pays, où toutes les autres valeurs se sont retrouvées en berne pour ne laisser place qu'à la valeur argent, dont je dis qu'il faut absolument vaincre, pour pouvoir rétablir un certain nombre de normes, pour pouvoir rétablir un certain nombre de valeurs. Et pour le faire, il faut des réformes. Et pour faire des réformes, il faut avoir du courage, il faut avoir de la vision, il faut fermer ses oreilles, il faut avoir un cap. Et je suis très heureux de me rendre compte que le chef de l'État a ce cap, le chef de l'État a ce courage, le chef de l'État a cette vision. Et l'ensemble des réformes qui se mettent en place aident notre pays à se repréciser au niveau de non seulement la scène nationale, mais au niveau de la sous-région et au niveau international. Ça que quelques grondements ici et là, parce que vous savez, c'est comme un enfant qu'une maman veut soigner. Si elle ne prend pas tout son courage, elle ne pourra jamais lui administrer la portion nécessaire pour la santé de l'enfant. Mais je voudrais simplement dire que, passant les dues périodes de la mise en place de ces réformes, de la transition nécessaire pour que les choses rentrent vraiment dans les normes, je pense que notre pays il gagnera beaucoup. Parce qu'un pays, il faut le réformer. C'est comme en France. Je m'excuse de repartir souvent en France. Le président Macron qui est arrivé, parce que la France, face aux autres pays, s'est retrouvé aussi en difficulté parce que ne voulant pas se réformer. Et c'est avec beaucoup de courage que le président Macron fait la même chose là-bas. C'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Le président Ouattara a beaucoup réformé et la Côte d'Ivoire est complètement relancée. Et je pense qu'au Bénin, les réformes, quand le président Patrice Talon et son gouvernement aideront le pays à se relancer, aideront le pays à retrouver un certain nombre d'équilibres, aideront l'autorité de l'État à s'affirmer en mieux dans le pays. Et j'ai l'habitude de dire que l'État étant l'arbre sur lequel nous tous on se met, il faut que cet État-là puisse
mieux se porter pour que nous-mêmes, on puisse mieux se porter à l'intérieur. Un mot sur la coalition de l'opposition. Je rappelle que nous sommes presque à la fin de l'entretien. C'est une bonne chose que l'opposition puisse s'organiser en coalition. C'est une bonne chose parce qu'une démocratie, c'est une majorité, c'est une opposition. Une démocratie, c'est un pouvoir, c'est une opposition. Une démocratie, il faut la nécessité de l'alternance. Et par conséquent, pour qu'il y ait alternance, il faut qu'il y ait une opposition qui s'organise. Mais je suis tenté de dire que de leur organisation, je crois qu'ils ont garçon en face aujourd'hui dans le pays. C'est le président Patrice Talon qui travaille sérieusement. Et je crois que pour lui faire face, je crois qu'il faut se lever très tôt. Ce n'est pas ce que j'observe en ce moment. Est-ce que je dirais c'est tant pis? Mais je pense que l'opposition dans une démocratie est une bonne chose. C'est quelque chose qu'il faut encourager. Et au niveau de la majorité présidentielle, au niveau de la mouvance présidentielle, nous devons aussi redoubler beaucoup d'efforts pour soutenir les actions du chef de l'État, pour aider le chef de l'État à faire passer le message au niveau des populations, à mettre fin aux différentes intoxications, parce que parfois les gens profitent de la pauvreté mentale de nos populations. Les gens profitent de l'ignorance de nos populations. Les gens profitent de l'analphabétisme de nos populations pour pouvoir leur faire passer un certain nombre d'informations, un certain nombre de messages qui n'ont rien à voir avec la vérité, qui n'ont rien à voir avec la réalité. Et donc c'est à ça que je voudrais inviter tous ceux qui soutiennent les actions du chef de l'État à se mettre résolument au travail pour aider le gouvernement à faire passer le message de construction du pays, le message de la restauration d'un certain nombre de valeurs, le message de la nécessité de l'affirmation de l'État pour la construction de l'économie nationale, pour la construction du pays tout entier. Ben, je suis tenté de dire que le Bénin est en train de traverser une zone de turbulence politique, vu tout ce qui se fait côté rassemblement, que ce soit du côté de l'opposition ou de la mouvance présidentielle. Dans cette zone de turbulence, comment se porte votre parti Conscience Citoyenne? Le parti Conscience Citoyenne joue sa partition. C'est une que je joue ce matin devant votre plateau, sur votre plateau. Le turbulent, je dirais non, parce que c'est normal qu'il y ait des gens qui ne soient pas d'accord avec le gouvernement, qui ne soient pas d'accord avec le chef de l'État, qui se préparent à remplacer les régimes qui est là. C'est ce qui s'est passé en 2016, c'est ce qui s'est passé en 2011, c'est ce qui s'est passé en 2000, et ainsi de suite. Il faut une alternance au niveau du pays. Et pour qu'il y ait alternance, il faut bien des gens qui s'organisent. Maintenant, ceux qui sont au pouvoir doivent s'organiser aussi pour ne pas perdre le pouvoir. C'est de bonne guerre. Non, il n'y a pas de turbulence. Il y a un événement normal qui se déroule comme cela se doit dans une démocratie. Et je ne veux pas beaucoup parler de l'opposition parce que je n'en suis pas un acteur de ce regroupement. Je ne suis pas contre de la mouvance présidentielle, donc je voudrais mieux vous parler de la mouvance présidentielle en disant nous devons continuer par travailler pour mieux propager le programme d'action du gouvernement, pour mieux expliquer les prises de position du chef de l'État et de son gouvernement, parce que parfois les décisions prises sont dures à avaler par les populations et pourtant c'est des décisions qui sont porteuses et qu'il faut que les populations comprennent. Et pour qu'elles comprennent, il faut bien aller le leur expliquer. Nous avons le devoir de le faire. Nous avons le devoir de resserrer nos rangs. Nous avons le devoir de nous ressouder. Nous avons le devoir de travailler. Et parce que, comme le dit le général Mathieu Kérékou, c'est le terrain qui commande. Et il faut tenir compte alors des réalités du terrain. Et à ce niveau, je voudrais inviter tous ceux qui estiment que le chef de l'État a une bonne vision, tous ceux qui estiment qu'il mène des bonnes actions pour le pays, tous ceux qui estiment qu'il va conduire le pays à bon port, de pouvoir se resserrer les rangs, de pouvoir travailler inlassablement sur le terrain, de pouvoir être courtois, de pouvoir faire tout ce qui est de leur possible pour pouvoir faire passer le message de la nécessité des réformes, le message de la nécessité de la restauration de l'autorité de l'État, le message de la nécessité de la restauration d'un certain nombre de valeurs, d'un certain nombre de symboles qui aident à la construction d'une nation. Parce que on ne développe pas un peuple se développe. Et pour se développer, c'est qu'il faut travailler. Et je rappellerai aussi l'autre qui a dit que ce n'est pas le chemin qui est difficile, mais c'est le difficile qui est le chemin. Et donc, nous inviter au travail. Seul le travail libère un peuple.
seul le travail libère un pays, seul le travail tue un homme, de nous mettre résolument au travail, de ne pas continuer à céder à la facilité, de ne pas continuer à céder au gain facile, de ne pas continuer à sacraliser l'argent au détriment de beaucoup de symboles, au détriment de beaucoup de valeurs qui sont quand même des grands principes de la construction de toute nation qui se veut prospère. Et comme nous voulons notre pays, le Bénin, prospère, nous devons pouvoir travailler au rétablissement de toutes ces valeurs. Merci à vous, Karam Badarou. C'est la fin de l'invité de l'entretien de ce dimanche. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie. Nous souhaitons donc un très bon dimanche. On retiendra donc de cet entretien que vous soutenez la décision du ministre Kakoma au nom de généraliser le port de kaki dans toutes les écoles et établissements privés comme publics au Bénin. Cette décision aura un très bon impact et vous demandez au chef d'établissement de soutenir donc cette décision. Vous avez indiqué que vous avez foi donc au professeur Joseph Djogbenou. Il a effectivement le profil pour le job, il est dans la modernité et les audiences publiques sont à encourager pour rendre les débats contradictoires. Porto Novo, son développement est dans les mains de ses fils et filles qui doivent rapidement se mettre résolument au travail. Vous avez demandé également qu'il y ait l'implication de la diaspora et que l'État central également regarde du côté de Porto Novo. Vous avez également invité donc au sens de responsabilité des fils et filles de cette ville. Les électeurs doivent prendre leurs responsabilités. Il faut vaincre l'argent pour permettre au Bénin d'avoir une assemblée digne de ce nom. On retiendra également cela. Et les réformes du président Talon sur le plan sécuritaire, sur le plan politique, aideront le pays à se relancer. Une démocratie, c'est un pouvoir et une opposition, vous l'avez également dit, de l'organisation donc des opposants. Ils ont trouvé garçon en face et l'opposition doit revoir donc ses stratégies. Les gens en réalité profitent de l'ignorance mentale des populations pour leur faire passer des messages qui sont en déphasage avec les réalités. Et les partis qui soutiennent le président Patrice Talon doivent se mettre ensemble pour faire passer les bons messages. Le parti Conscience Citoyenne en tout cas joue sa partition et continuera de la jouer. Vous avez dit pour finir qu'un peuple se développe, on ne développe pas un peuple, ne cédons donc pas à la facilité. Je rappelle que vous êtes l'ancien préfet des départements de l'Ouémé et du Plateau. Vous êtes le président du parti Conscience Citoyenne. Merci d'être passé par ici. Kaleski Tomé, merci d'avoir conduit l'entretien avec moi. Merci. Très bon dimanche à vous. Au revoir, chers amis internautes. À dimanche prochain.